Alors oui, c'est plus très original, mais c'est mon tour de faire une review d'une console portable d'émulation. Je vous rassure, ça va pas devenir une habitude, je reste attaché à mes vieilles consoles mortes d'origine. L'an dernier, c'était Mikox qui était venu nous parler de sa Miu Mini Plus sur la chaîne. Il est passé au full des maths dans sa vie, avec le temps il a revendu toutes ses consoles rétro, donc pour lui ça avait du sens, une petite machine économique qui émule jusqu'à de la PS1. Mais moi, ça répondait à aucun de mes besoins, du moins à ce moment. Alors pourquoi j'ai autant traîné avant de m'y mettre personnellement? Et surtout, est-ce que je vais vraiment y jouer à cette console d'émulation? Moi, étrangement, dans le plaisir que j'ai avec le rétro, il n'y a pas que le fait de jouer au jeu. C'est aussi l'écosystème, la manette, les différents types de formats physiques. Par exemple, quand je retombe sur une Game Boy Color pendant que je range mon armoire, ça me renvoie à des souvenirs spécifiques. Des expériences que j'ai vécues que sur cette machine. J'ai directement envie de la prendre dans mes mains, appuyer sur ses boutons caractéristiques, me relancer Pokémon Crystal. Pareil quand je revois une Saturn ou une Dreamcast. Alors que c'est des consoles que j'ai découvert bien après leur sortie, donc c'est pas de la nostalgie. Mais voir leur tronche là, j'ai direct envie de me faire un street ou me rebalader quelques minutes dans Shenmue. Quand j'échange un eye contact avec ma GameCube, il y a le grand chelem de Double Dash qui m'appelle. Alors que j'y pense même pas quand je regarde ma Wii. Pourtant le disque est compatible aussi. Et quand je regarde mon PC, ça me renvoie pas à des plaisirs gaming passés. Pourtant, j'ai fait des centaines de jeux en émulation. Mais le fait que toutes les générations soient mélangées dans un seul appareil, bah c'est absolument génial d'un point de vue pratique, mais en termes d'identité, d'ancrage dans mon esprit et mon envie de jouer, bah ça aura jamais le même pouvoir, sur moi en tout cas, que de jouer dans les conditions originales. Donc retrouver toutes ces capacités d'émulation sur une machine séparée, même portable, ça m'attirait pas forcément. J'ai la chance, au fil des ans, d'avoir accumulé quasiment toutes les consoles qui me donnaient envie. Donc aujourd'hui, j'ai le luxe d'y jouer dans les conditions que je préfère. Grand écran, avec manette d'origine. Alors qu'est-ce que cette petite console peut bien m'apporter de plus? Il y a la portabilité, c'est vrai. Quand je suis en déplacement. Pour tout ce qui est récent, la Switch Lite me comble entièrement niveau portabilité. C'est moins cher, ça lit mes cartouches, c'est top. Donc si je prends une machine comme la Retroid, je veux pas qu'elle soit trop similaire. Ça m'intéresse pas d'avoir une sorte de copie de la Switch Lite. Là, l'avantage de la Retroid Pocket Mini, c'est l'écran 4/3, qui est plus adapté aux jeux rétro. Et ça permet de réduire les dimensions. Je prends régulièrement le train pour le boulot, donc j'avoue que c'est trop cool que certaines générations de consoles puissent enfin me suivre dans mes déplacements. J'ai plus forcément besoin d'attendre de rentrer chez moi pour avancer sur mes jeux, pour mes vidéos. Vu que pendant un temps je me limitais à une période gaming spécifique, la deuxième moitié des années 90, qui n'ont pas forcément reçu de portage sur Switch. Je pense que le tout, pour kiffer une de ces consoles, c'est de lui trouver un but, un sens. Et ça diffère d'une personne à une autre. Je repense à Mikox, très souvent dans ma vie, quand dans la vidéo Miu Mini Plus, il disait que bien qu'il puisse émuler un paquet de consoles de salon dessus, il s'était finalement focus sur l'émulation de jeux portables, des jeux avec une philosophie portable. Et là je trouve ça hyper pertinent, parce qu'en déplacement, tu vas pas te balader avec ton énorme Game Gear et tes 30 cartouches. Donc l'option originale est pas forcément meilleure. Je sais pas vous, mais moi, mes très vieilles consoles portables, c'est devenu des consoles d'intérieur. Y a que les machines plus récentes que je trimballe dehors. Je serais curieux d'avoir votre retour si vous aussi vous vous limitez pour mieux apprécier certaines plateformes, ou si en fait, non, vous jouez à tout sans distinction. La force de toutes ces nouvelles petites consoles d'émulation pour moi, c'est qu'elles vont à l'opposé d'un Steam Deck en termes de dimension. Et ça me redonne un peu foi en la portabilité quand je vois que même Nintendo trouvait décidément pas sa Switch assez grosse. Non, ma Retroid Pocket Mini, elle a une taille parfaite pour ce que j'en fais. Passons là en revue. Elle est pas trop maxi, pas trop mini, la croix est top, elle me rappelle vraiment celle de la Vita avec son côté cliquant. Les sticks sont exceptionnellement doux, c'est tellement fluide les mouvements. Le volume à l'arrière, c'est pas des vrais poignets, mais ça épouse plutôt bien la forme des mains. C'est bien plus confortable qu'une console toute plate. Je kiffe cette vraie taille de portable. Et comme c'est arrondi sur les bords, atteindre le stick droit demande pas de plier son pouce autant qu'une Switch Lite. L'écran m'a choqué pour une portable. C'est comme s'il était projeté dans le prolongement de la surface de la console. Y a pas de profondeur. Dans les mains, c'est plutôt un bel objet. Niveau installation, je laisse les experts nous expliquer tout ce qu'on peut configurer, mais perso, j'ai juste suivi le guide qui se lance quand t'allumes la console. Ça installe des émulateurs tout seul, j'avais plus qu'à connecter en USB la machine à mon PC pour copier quelques ROM et ISO, et c'est tout.
La Dreamcast marche, simplement. Je m'attendais vraiment à pire niveau bidouille. Là, je joue à la dernière version patchée de Capcom vs SNK. Et en parlant de SNK, la fin des consoles Sega coïncide aussi à peu près avec la fin des consoles Neo Geo. Donc à partir du milieu des années 2000, SNK, qui ont abandonné même les bornes Neo Geo MVS, sortaient désormais leurs jeux sur le système arcade Atomic Wave, de Sega Sammy justement. Et des fans ont réussi à créer des portages Atomic Wave pour la Dreamcast, genre Maximum Speed, Metal Slug 6, ou même King of Fighters 11. La Dreamcast est peut-être morte vite, mais elle a tellement passionné les fans que c'est une des consoles mortes les plus vivantes aujourd'hui grâce à tous les nouveaux projets développés dessus. Des vrais nouveaux jeux, mais aussi des portages de jeux rétro dont elle n'avait pas eu droit à l'époque, contrairement à la PS2. D'ailleurs, la PS2 aussi je peux la lancer. Là par contre, pour que ça marche, fallait télécharger sur internet un BIOS à copier dans la console. Donc c'était pas aussi plug and play que la Dreamcast. Mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Là j'ai Grandia 3, un JRPG jamais sorti en Europe, contrairement aux deux premiers qui sont bien plus connus. L'occasion de rappeler que c'est un écran 4 tiers. Sur la console, certains jeux PS2 avaient des options 16 neuvième, donc faut penser à faire un tour dans les options si ça rend moche. La PS1 aussi fallait un BIOS. J'ai joué à Rage Racer dessus. C'est la première fois que je le lance d'ailleurs, c'est le seul dont j'ai pas le CD. Il est pas mal, c'est le 3ème Ridge Racer en fait, et c'est un bon entre-deux entre la modernité du Type 4 et les contrôles rétro des deux premiers. C'est le seul jeu PS1 que j'ai lancé dessus, vu qu'en soi, j'ai déjà ma PS2 Jap de brancher en ce moment, pour tester tous mes jeux PS1 que j'ai ramenés du pays. Et puis, qui est-ce que ça intéresse la PS1 quand on a la Saturn? Et oui, ça marche! Je m'étais arrêté il y a quelques années au stade où c'était encore une console compliquée à émuler. Mais aujourd'hui, ça tourne trop bien! Sega Rally, où je veux! Avant, ça n'existait pas dans ma vie. L'intérêt d'une machine pareille, en plus des jeux non officiels comme on l'a vu sur Dreamcast, c'est aussi de pouvoir lancer des ISO patchés de jeux traduits par des fans. Genre Dragon Force 2 en anglais. Police Note aussi. Même plus besoin de se limiter qu'aux jeux d'arcade sans texte. On vit à une belle époque. Hein. La Saturn en portable, c'est top. Et ça m'a permis de découvrir quelques jeux beaucoup trop chers en physique, vu que j'ai pas encore de périphérique de type Saru pour tout tester gratuitement sur ma Saturn originale. Cette petite console m'a permis de le faire dans de bonnes conditions. Alors oui et non, pour les jeux de baston qui utilisent les 6 boutons de façade, c'est chaud. Là, il y en a que 4, donc faut se raccrocher au bouton de tranche. Mais en vrai, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo Saturn, il y a énormément de jeux typés arcade qui utilisaient en fait que 3 boutons, comme sur Mega Drive. Donc ça m'a pas vraiment gêné. Je pense qu'une Nintendo 64 c'est déjà un peu plus chiant, vu comment sa manette c'est nimp, donc j'ai pas testé. Et je vais pas tout vous lister comme console compatible, vous les connaissez comme moi. Il y a RetroArch, donc tu peux partir sur à peu près tout. Même des machines un peu plus obscures, comme le 32X que j'ai kiffé revisiter aussi. Mais en vrai, moi je profite surtout de sa grosse puissance, en privilégiant dans un premier temps les titres 128 bits, vu que pour toutes les générations antérieures, une petite console à 50 balles peut faire le taf, comme on l'a vu avec la Miu Mini Plus pour la citer une énième fois. Là j'ai de la puissance, je veux l'exploiter. Donc niveau console 3D des années 2000, le max que je peux faire tourner c'est Dolphin, l'émulateur GameCube. Zelda Twilight Princess en portable et en HD, vous le demandiez? Et bah y a pas besoin d'avoir une Switch 2. Je trouve ça tellement impressionnant venant d'une console aussi petite, qu'on a naturellement tendance à associer à des perfs bien plus basses quand on la tient dans ses mains. Mais non, ça déboîte, et ça surchauffe même pas. Le ventilateur est toujours en train de chiller. Y a même les vibrations quoi. C'est le truc dont j'aurais rêvé il y a 20 ans. La GameCube m'avait rendu amoureux des jeux en 3D, et j'essayais de retrouver ce genre d'expérience sur Nintendo DS, mais ça n'avait jamais la même ambition. Là, la Retroid, en termes de dimension, j'ai l'impression que c'est la console portable ultime que j'aurais pu drafter dans mon imagination quand j'avais 10 ans. On peut même faire tourner de la Wii, mais bon, en 4 tiers, bof, vu le nombre de jeux en 16 neuvième. Et puis l'intérêt de la console, c'est aussi la Wiimote, le pointeur, le motion gaming, donc c'est pas pour ça que je l'ai prise. Mais sachez que c'est possible. Il y a un écran tactile, et j'avais peur que l'enrobage smartphone me dérange, mais en fait, quand tu navigues dans les menus des émulateurs, c'est honnêtement le plus simple, le tactile. Et ensuite, in-game, tu passes sur les boutons de toute façon. Il y a 100 Go de base dedans, donc autant vous dire que j'ai de quoi bien la remplir. Vu que je joue à mes jeux, je suis pas du genre à laisser moisir des milliers de ROM qui prennent de la place et que je vais jamais lancer. Le seul axe d'amélioration que je vois,
c'est qu'il y a des bords un peu gros autour de l'écran. Je pense que la taille de la console est bonne, pas besoin de la rendre plus petite. Donc tant qu'à faire, autant augmenter légèrement la taille de l'écran sans toucher aux dimensions. Je sais qu'il y a une V2 qui remplit cet espace vide, mais du coup c'est plus du 4 tiers, c'est du carré. Alors Retroid, c'est pas les seuls à faire des consoles 4 tiers avec cette forme, t'as des petites variations d'une marque à l'autre, mais moi, ce que j'aime bien ici, c'est que la croix est en haut. Je préfère pour les jeux 2D. Sinon il y a d'autres boîtes, genre en Bernic, qui ont une forme similaire avec le stick en haut et la croix en bas, donc c'est en fonction de ce à quoi vous comptez jouer en priorité. C'est vrai que pour la GameCube, vaut mieux avoir le joystick plus accessible. Mais moi, étrangement, ça me gêne moins de baisser mon pouce pour atteindre un stick que de le baisser pour une croix. Peut-être parce que j'ai grandi avec les DualShock. C'est à peu près tout ce que je voulais vous en dire. J'ai pas encore approfondi la bête autant que je le voudrais, donc c'est que le début de notre aventure. Je veux pas rentrer dans les aspects très techniques. Moi, dans les vidéos, je vous parle que de mon usage. Si vous voulez toutes les specs et une comparaison avec d'autres modèles, je vous suggère la chaîne de Pascal Mugen, qui se spécialise justement dans toutes ces machines d'émulation. C'est justement lui qui m'a initié à la Retroid. Par contre, c'est pas donné, hein. Un peu plus de 200 € en fonction d'où vous l'achetez, mais moi je l'ai eu gratos parce que la boutique Geekbuying me l'a offerte. Donc si vous aviez déjà prévu de l'acheter, vous pouvez utiliser mon lien en bas, ça donne une réduc. Je répète, c'est pas une sponsor. Je suis pas payé par Retroid pour dire du bien de leur machine. Je leur ai même jamais parlé. C'est le revendeur Geekbuying qui me l'a envoyé. Donc je suis 100% honnête quand je vous dis ce que je pense de la console. J'ai aucune consigne de discours et c'est pour ça que j'ai accepté de la recevoir. Et je vous incite même pas à l'achat sur cette version particulièrement, parce que quand vous verrez cette vidéo dans plusieurs mois, il y aura peut-être déjà 3 ou 4 nouveaux modèles améliorés, vu la vitesse à laquelle ça sort. Mais c'est pour que vous ayez un aperçu de ce qui se fait sur ce genre de console. Vous voyez que ça marche quoi. Celle-là me suffit perso. Je peux déjà faire tourner de la Dreamcast, GameCube, PS2 en résolution x2, donc je vois pas ce qu'un nouveau modèle 4 tiers me permettra d'améliorer honnêtement, vu que je compte pas dépasser les 128 bits. Parce que si on veut passer à la génération au-dessus, là faut switcher sur un écran 16 neuvième, pour pas avoir de bande noire. Donc à l'avenir, je pense que ça restera ma machine d'émulation de prédilection pour les consoles de 6ème génération. Poil au fion. Et si je m'en procure une nouvelle dans un futur plus lointain, ça sera parce que l'émulation PS360 aura bien progressé. Ou à la limite, pour genre la PSP. Bref, les trucs pour lesquels l'écran 4 tiers, c'est bof. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau marché ? De tous ces constructeurs qui proposent des dizaines de formes différentes pour leur console ? Vous en avez une, vous ? Ou même plusieurs ? Ça m'intéresse de savoir quel usage vous en faites.